Voilà, comme vous venez de dire, vous êtes resté dans l'originalité. Est-ce que pouvez-vous quand même nous dire, Monsieur Gorgui, quel est l'objectif de ces rendez-vous? Oui, Rendez-vous du gingembre. le gingembre littéraire, comme vous le savez, c'est un espace discursif, ouvert, démocratique, où nous suscitons l'intérêt sur l'Afrique et nous essayons humblement de participer à mieux replacer l'Afrique dans le 21e siècle. Donc c'est ça. Et surtout, il y a quelque chose pour nous de très important, c'est la transmission. Il faut faire de sorte que les aînés puissent dialoguer avec les plus jeunes. Et c'est pourquoi quand nous faisons nos rencontres, nous donnons des opportunités aux étudiantes et aux étudiants, mais en même temps des élèves de terminale, parce que quand même nous faisons tout pour qu'il y ait une capacité de compréhension des sujets sur lesquels nous discutons. Et après, ces élèves, ces étudiants servent de démultiplicateurs des idées que nous voulons très pragmatiques, pour que les Africains d'aujourd'hui, les plus jeunes, soient mieux préparés aussi à affronter intellectuellement le monde de demain. Mais quel type de personnalité avez-vous déjà invité à ces activités? Alors, disons que les gingembre littéraires se poursuit dans le cadre de notre cycle de conférences autour de la place de l'Afrique dans le 21e siècle, démocratie et souveraineté, que nous avions lancé même depuis 2012 aux Nations Unies avec un éminent professeur et historien, le regretté Ibader Thiam, entouré ce jour-là de Madame la professeure Awa Marie Coll Seck, une grande professeure de santé qui était aussi ancienne ministre du Sénégal et une haute fonctionnaire des Nations Unies à cette période-là. Et en même temps, il y avait des intervenants comme Sanoumbaye, qui était à la Banque africaine de développement, le journaliste franco-suisse Jules Labarthe, et il y avait aussi des ambassadeurs du Maroc, mais en même temps de la francophonie. Disons que pour en revenir concrètement au concept du gingembre littéraire, nous l'avons lancé en 2019, le 1er mai 2019, à la salle Mahatma Gandhi de la Grande Maison internationale des associations à Genève. Et nous avions invité le grand penseur, le professeur Souleymane Bachir Diagne, entouré du professeur Felwine Sarr, d'une économiste qui s'appelle Fatoumata Sissungom et de l'ambassadeur du Bénin, Eloi Laourou. Et là, nous parlions du retour des objets africains qui ont été volés pendant la colonisation par les colons. Par les colons. Et donc, c'était important de savoir qu'est-ce que nous faisons de tous ces objets et quelle était l'importance de ces objets pour les Africains. Parce que pour nous, ces objets que les gens mettent objets d'art, ils ont été aussi investis d'un pouvoir mystique, mystico-religieux, et que le vulgaire ne pouvait réellement pas se douter. Et donc, il était important, dans le cadre même du dialogue des civilisations, de pouvoir reposer cette question sur la table et de le faire avec intelligence. Bon, ensuite, il y a le professeur Boubacar Boris Diop, avec qui, effectivement, qui était aussi présent lors de cette grande conférence de janvier 2012 aux Nations Unies. Notre amie et collègue, Madame Anne-Cécile Robert du journal Le Monde Diplomatique, qui est une vraie dame humaine qui respecte l'Afrique. C'est elle qui a écrit le livre L'Afrique au secours de l'Occident. Il fallait oser le dire et le faire. Donc ensuite, bon, d'énormes professeurs. Et vous savez, nous sommes allés jusqu'au journal Le Monde. Ah ouais? Oui, pour poser la question justement de la réorientation des relations entre l'Occident et l'Afrique. Dans une salle pleine, 200 personnes, les gens ont dû payer 20 € pour venir nous écouter. Ensuite, nous offrons tout en Suisse. Les gens viennent aux conférences, nous leur donnons à manger, à boire. Mais pour nous, l'important, c'est que les gens puissent dialoguer et que l'Afrique ait une voix respectée, respectable. Et tout cela,
sans haine, parce que nous ne sommes pas dans ça. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Nous sommes les aînés de la terre. Ceux sans qui la terre ne serait pas terre, comme disait quelqu'un que vous connaissez très bien, Aimé Césaire. Et donc, toute cette sagesse-là, nous devons aujourd'hui pouvoir l'utiliser pour continuer, certes pour le développement de l'Afrique, mais apporter plus de sagesse dans ce monde qui en a tant besoin. Quand on voit toutes ces souffrances autour de nous, ce qui se passe à Gaza et ailleurs, ce qui se passe aussi dans les Congos, notamment à RDC, à l'Est. À l'Est, nous devons nous réapproprier notre humanisme africain pour pouvoir régler toutes ces questions. Mais qu'est-ce qui vous rend fier de plus à ces projets? Qu'est-ce qui vous rend plus fier? De voir que quand nous demandons aux intellectuels, aux autres de venir autour de la table, tout le monde est là et les gens le font avec beaucoup d'humilité parce qu'ils savent que nous nous engageons pour que l'Afrique ait sa place, une vraie place, sa vraie place dans le 21e siècle et que nous travaillons aussi pour le passage des témoins, comme vous l'avez dit tantôt sur un autre sujet, mais en même temps pour que les jeunes sachent que cette grande Afrique a toute sa place et qu'ils doivent aussi, eux et elles, les jeunes, femmes et hommes, être fiers de ce continent. Voilà, merci beaucoup. Mais monsieur Gorgui, est-ce qu'aujourd'hui le gingembre littéraire est-il destiné à devenir une tradition durable entre l'Afrique et la Suisse? Mais bien sûr, parce que justement même notre ambition en créant aussi Continent Premier et l'association éponyme et les gingembre littéraires, c'est de créer des ponts entre la Suisse et l'Afrique, mais plus largement de créer des ponts entre l'Afrique et le reste du monde. Mais une Afrique décomplexée. Nous ne sommes pas une Afrique mendiante. Nous sommes une Afrique avec ses capacités, ses ressources, qui ne sont pas que naturelles, mais ces ressources-là dans les têtes. Si depuis 25 ans, j'arrive à continuer à travailler et à me faire respecter aux Nations Unies, c'est que je pense humblement que ma tête est là où il faut. Voilà. Mais aujourd'hui, nous vous retrouvons ici au Paléo Festival. Est-ce que pouvez-vous quand même nous dire quand est-ce que vous avez découvert pour la première fois cet événement? C'était en 2000. Ça fait longtemps. Ouais, et c'est drôle parce que 25 ans passés. Voilà, machallah, comme on dit au Sénégal. Mais regardez ce lieu. Mais apparemment, vous ne grandissez pas aussi. Vous avez toujours, comme si vous avez la même âge. Non, mais le Paléo est magnifique. Le Paléo, parce qu'ils ont réussi à prendre un petit village, à le transformer, à en faire un lieu de vie, de culture, d'échange et de faire venir les grands noms de la musique mondiale. Ils sont tous passés ici. Et au départ, c'était petit, hein? C'était 200 personnes le Paléo au départ. Aujourd'hui, c'est un village de 50 000 personnes par jour. En 5 jours, ça fait combien? Et ce qui est aussi étonnant, c'est cette magnifique organisation à la Suisse, où tout est nickel. Et ça, je pense qu'il faut le reconnaître aux Suisses, leur capacité d'organisation et de respect. Et ça, nous qui vivons ici, nous le savons. Et moi, j'ai dit comment ils ont transformé. Regarde cette petite rivière-là. Vous passez, vous entendez l'eau. Et personne ne touche à cette eau-là. Les arbres sont là. Il y a 50 000 personnes ou plus. Tout est propre. Les gens ne jettent pas les bouteilles, les cigarettes. Et ça, c'est vraiment magnifique. Et je dis bravo au Paléo et à nos amis, Daniel Rossla, qui est le grand patron, mais en même temps, Jacques Monnier, qui est le programmateur. Et c'est des gens qui sont depuis 48 ans ou même plus ensemble pour converger et faire que les gens sont heureux et qui nous ont donné cette opportunité à nous deux de nous rencontrer ici. Tout à fait. Sans les Paléos, on ne se rencontrerait pas aussi. Mais qu'est-ce qui vous a donné, comment dirais-je, qu'est-ce qui vous a plus attiré à ce festival Paléo Lyon? Moi, j'aime la simplicité. Je trouve que ici les choses sont très simples, mais bien organisées. Hein. C'est très sophistiqué, mais dans la simplicité, et il y a cette touche humaine.
Moi, j'allais couvrir un autre grand festival suisse, mais où aujourd'hui, j'aime pas trop y aller parce que je trouve un peu aseptisé. Ici, le Paléo Festival a gardé son âme. Et ça, c'est une grande force. Mais à quelle fréquence venez-vous? Mais c'est une fois chaque année, je viens, quand je ne suis pas en mission, notamment en Afrique, je viens couvrir avec beaucoup de plaisir le Paléo Festival et je mets, bon, au départ, je suis le premier ici parce que souvent mes collègues au départ, ils couvraient que les musiciens. Moi, je dis, mais il faut aussi couvrir les humains qui viennent à ce festival. Il faut aller dans les villages, voir ce qui se passe dans les villages. Il y a le village du Paléo. Mais en même, j'ai vu qu'il y avait des couples qui se sont formés ici, des enfants qui ont été conçus ici. Et tout ça, ça... Non, les enfants ici, conçus ici. Bien sûr, Non. bien sûr. Bien sûr. Et autre chose que je peux aussi vous dire, les différentes cuisines qu'il y a ici de pays différents, il fallait aussi aller vers ces cuisinières, ces cuisiniers, leur donner la parole. Et donc, c'est ce que j'ai appelé le côté jardin du Paléo et qu'aujourd'hui, moi, qui m'amuse plus que même les musiciens, parce que tout le monde couvre les musiciens, c'est qu'il faut, parce que c'est la musique d'abord qui rassemble les gens. Mais il y a les autres choses importantes qui font que le Paléo est Paléo. Est-ce qu'aujourd'hui vous venez toujours comme spectateur ou vous venez comme journaliste toujours? J'ai les deux et c'est ce qui fait le secret. Quand vous venez en découverte, vous rajeunissez. C'est ça le secret de ces jeunes. Je ne viens pas en faisant le patriarche du Paléo qui a couvert le Paléo depuis 25 ans. J'essaie toujours d'être émerveillé. Tout à l'heure en venant, j'ai vu parmi ces milliers et des milliers de personnes qui viennent écouter les différents concerts qu'il y a ici, une Colombienne d'ailleurs qui travaille aux Nations Unies, mais à l'OMS, mais c'était sa première fois. Moi, par exemple, pour moi, avoir cet œil neuf, là, m'intéresse. Et ça, c'est un sujet, je vais aller interviewer cette personne pour voir, pour elle, sa première. Et vous savez aussi, dis-moi, c'est quoi? il y a des bénévoles, ceux qui font le Paléo. Il y a plus de 4500 bénévoles au Paléo. 4500. 4500. Ceux qui sont au niveau de la presse, ceux qui sont au niveau aussi qui rendent les toilettes propres. Et je suis allé interviewer ces jeunes filles et autres qui permettent à toutes ces toilettes, il y en a combien ici, et qui les permettent de rester propres. Et ces jeunes, ils viennent de partout, de grandes familles, de grandes universités, mais quand ils sont ici, ils sont au service de l'humain. Et ça, je trouve magnifique. Et là, je vois, en répondant à vos questions, un collègue journaliste photographe qui est là depuis le début du Paléo, Carluxi, qui est un ami. Et c'est ça aussi, Paléo permet, si on est humble, d'élargir son spectre, d'élargir sa gamme de possibles, d'élargir sa famille. Mes respects. Un grand photographe, je vous parlais de lui tout à l'heure, et qui a aussi écrit un livre sur le Paléo. Donc voici un homme pour qui moi, j'ai beaucoup de respect. Parfois, il nous aide dans le cadre de notre travail. Parfois, je vais interviewer un artiste, je vais le voir, qu'est-ce que vous pensez? Quel est votre regard sur le Paléo? Et Georges Carluxi a écrit un livre de photographie magnifique sur le Paléo Festival. Mais pendant que vous couvrez cet événement, qu'est-ce que vous aimez couvrir de plus pendant l'événement? Mais ce que j'ai dit tantôt, il y a la musique, mais il n'y a pas que la musique. Ici, c'est les humains. Le Paléo a gardé son âme en liant et reliant la musique et les êtres humains. Et ça, c'est important. Okay. Merci beaucoup, monsieur Gorgui Ouad, qui est notre invité dans cette émission La Diaspora. Merci beaucoup pour avoir répondu à toutes ces questions. Nous prenons les toutes dernières questions, comme ça on va boucler la boucle avec vous. Dites-nous un peu, est-ce que vous vous souvenez des moments marquants vécus ici au Paléo? Ah oui, évidemment. J'ai rencontré ici la première année, et parce que
j'ai j'ai vécu dans des tentes, hein. Et ça, il faut le faire. Pour moi, c'est vrai que je suis un Africain, mais il y a beaucoup de choses que j'évite parce que je tiens beaucoup à ma sécurité et tout, évidemment. Qu'est-ce que vous évitez souvent? Non, mais d'aller, j'aime les aventures, mais les aventures bien maîtrisées. Et là, venir vivre, Des aventures classiques. venir vivre dans un milieu où je connais personne, et il y avait des tentes où je partageais avec des gens de partout, des jeunes venant de la Suisse italienne, alémanique, des Français. Bon, moi j'étais là, tu vois. Et ça s'est très bien passé. Il y en a parmi ces gens-là, des personnes avec qui j'ai gardé de très bons rapports. Et ça, c'est grâce à la magie de la musique. Et comme disait l'autre, la musique, ça relie, c'est adouci. Et pour citer un grand penseur et ancien ministre et le premier ministre de la culture de la France, c'est André Malraux, il disait que la culture est nécessairement fraternelle. Et ça rapproche les gens. C'est pourquoi moi j'aime bien couvrir la culture. Ce qui me marque, c'est cette capacité-là à dépasser les différences, à se retrouver dans cette unité de l'être. Et ça n'a pas de prix. Et j'ai couvert ici Youssou N'Dour, les Daradji, et récemment le fils d'un grand danseur sénégalais, Alé Seck, que les Sénégalais connaissent et respectent beaucoup. Bon, le reste, évidemment, pour moi qui suis africain et qui a étudié dans nos universités d'abord et qui écoutait certains musiciens comme Phil Collins, je les ai découverts ici sur cette scène. Vous voyez, donc toutes ces choses-là, ça me rend heureux, ça me rajeunit et ça me permet de continuer à croire à l'humain. C'est surtout ça qu'il faut garder. Voilà. Mais si aujourd'hui on vous demandait de convaincre une sœur ou un frère africain de venir au Paléo, que lui diriez-vous? D'abord, une chose, je déteste les généralisations, mais qui est très importante, il faudrait que les gens apprennent à réserver. Au Paléo Festival, les billets sont mis en ligne très vite et en moins d'une heure et demie, tout est parti. Alors si vous voulez venir au Paléo, il faut vous lever très tôt et quand vous entendez que le programme général est disponible et le jour où aller sur Internet pour acheter. Il ne faut pas attendre au dernier moment pour venir ici se jeter sur le marché gris. Parfois, c'est compliqué d'avoir un billet et puis ça devient plus cher. Donc, il faut savoir anticiper. Voilà. Nous prenons aussi la question liée à l'Afrique. Aujourd'hui, quels sont vos projets en lien avec l'Afrique? Et puis, j'enchaîne aussi. Que préparez-vous dans les mois ou années à venir pour l'Afrique? Bon, il y a le grand rendez-vous du gingembre littéraire à Paris. Mais en même temps, nous retournons au Sénégal pour la 7e édition du gingembre littéraire qui va porter cette année sur les migrations et la souveraineté alimentaire sous le prisme justement du changement climatique. Et, vous inviterez aussi Antenne A? Bien sûr. Et sur le On va attendre l'invitation. Avec plaisir. Et sur le projet de continent premier, comme vous êtes en train de faire, il y a un web TV qui est en route parce qu'il faut aujourd'hui plus que jamais relier l'écriture, les images, etc. Parce que les jeunes aujourd'hui, certains ne lisent pas, donc il faut leur donner l'opportunité aussi de pouvoir échanger. Est-ce que pour l'Afrique, vous avez envie ou un rêve encore non réalisé pour les continents? C'est le rêve de nos aînés, des pères fondateurs. Il faut que notre continent puisse devenir des pays qui se retrouvent comme les États-Unis d'Amérique. Il faut que l'unité africaine se fasse comme l'a voulu le grand savant Cheikh Anta Diop. Sans unité, nous allons continuer à vivre très difficilement. Et l'Afrique ne doit pas être un enfer pour les enfants africains. En tout cas, pour moi, c'est le message fondamental et ultime, l'unité des peuples
d'Afrique, que l'on soit du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Et c'est mon souhait le plus grand aujourd'hui, plus que jamais. Et j'espère que votre journal, votre émission, votre télévision qui est en train de faire un excellent travail, va continuer ce travail pour que de maillage des diasporas, des idées, pour que les imaginations créatrices puissent nous mener vers une Afrique unie. Je pense que vraiment c'est le mot dernier que je pouvais dire, l'Afrique unie pour des peuples africains joyeux et qui peuvent vivre en toute fierté et en toute dignité chez eux et en ouvrant les possibles, parce que l'Afrique est un grand continent et que l'Afrique aussi doit veiller sur les autres. Le lien humain, que l'humanité se retrouve, ça vraiment, je pense qu'il n'y a pas un message plus important pour moi. Voilà. Voilà, merci fidèles téléspectateurs de la chaîne de référence Antenne A. Nous sommes arrivés à la fin de cette grande émission La Diaspora qui a reçu pour vous M. Gorgui Wadé Ndoye au festival Paléo à Nyon où nous avons rencontré cette année un journaliste, un chevronné de la plume accrédité aux Nations Unies. Ça fait des années où il travaille là. Il est aussi, il a créé un grand média ici en Suisse. Il continue toujours à exercer comme vous l'aviez entendu lui-même dans cette émission. Merci d'être passé. Merci. Nous vous disons un grand merci. Et nos portes sont grandement ouvertes pour parler, n'est-ce pas, de notre continent, de l'Afrique en particulier. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à la grande équipe. Merci à toi, Janine et Ali Bonkono, la crème des crèmes. Merci également à Henri Noël Moutavo qui est immortel. Merci à Dieu, merci Tantou. Vous étiez très nombreux pour suivre cette émission. Moi, votre humble invité William Tshisekedi, je vais vous retrouver encore avec d'autres invités parce que nous sommes au festival Paléo. Donc, il y a beaucoup de surprises. Continuez à nous faire confiance et à bientôt.